Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, c'est encore un point lecture audio. Je suis vraiment désolée, mais bah, écoutez, vous verrez les illustrations des livres, comme ça vous aurez la possibilité de voir bien les couvertures et de prendre des notes. Euh, oui, bah encore un problème de time. Hein, timing avec en ce moment c'est un peu le bordel hein, chez Lisa, il faut dire. Voilà, donc souci et cette fois-ci en plus souci, petit souci internet. Euh, voilà, on a des travaux dans le coin et donc ça a été un peu compliqué. Donc on s'est retrouvé avec un débit très très bas. Enfin, on a un débit très très bas qui m'empêche de télécharger une vidéo. Voilà, vidéo qui, contrairement à ce que je pensais, a été tourné, mais que je ne peux pas uploader. Voilà, donc je fais un audio parce que l'audio va passer. Tant pis pour la vidéo, hein, je l'ai craché. Je vais pas attendre le retour à la normale pour la mettre, c'est ridicule. Donc voilà, je vous fais un audio, ce sera pareil. Écoutez, hein, vous aurez de la bobine de Lisa le mois prochain. Ça va vous gonfler d'ailleurs. Après, quand vous êtes, ah non, encore là, non, mais finalement c'est bien les audios, on te voit pas, on est tranquille. Voilà, donc allez, soyez sages. Donc, au programme du mois d'avril, eh bien, j'ai lu tous mes livres. Voilà, content, Lisa, content. Ça a été un short, hein. Oh punaise que ça a été short. Ah, je crois que j'ai fini sur le fifi, là. Ah, j'ai fini hier soir. Voilà, c'est simple, hein, j'ai fini hier soir, donc c'est bien. Voilà, donc vous voyez la vidéo d'avril, demain, on est le 28, donc j'ai fini aujourd'hui, hein, donc je peux pas faire mieux, hein, voilà. Alors, premier livre que j'ai lu donc dans les transports en commun, j'en ai lu 3 dans les transports en commun, pratiquement. 4, non 3 dans les transports en commun, dont celui-là. Donc Harry Potter et la coupe de feu. Alors, moi, honnêtement, un roman qui commence par jeu du sort et qui continue par une coupe du monde de Quidditch où c'est le gros bordel assez rapidement, moi, ça m'a attiré immédiatement. Voilà. Alors, autant vous dire que j'ai quand même dévoré le début de cet opus et que j'ai continué par la suite. Les autres livres, je les lisais assez en dilettante, c'était hyper sympa à lire, mais en dilettante, là, vraiment, j'ai pris vraiment plus de plaisir à les lire. Alors, je dois avouer qu'il y a quand même un truc qui m'énerve. Alors, je sais pas si ça vient de la traduction ou ou, euh, ou c'est une répétition de Rowling, mais très souvent, oui, j'en parlerai après. Bon, bref. Alors, il y a un petit truc qui m'a un peu gênée dès le début, c'est que lors de la Coupe du Monde de Quidditch, on n'arrête pas depuis trois tomes de nous dire que en fait les sorciers évitent les moldus, il faut pas avoir d'ingérence avec eux, il faut pas se mêler, voilà, c'est deux mondes séparés. Et là, c'est mélange à tout va à la Coupe du Monde de Quidditch, puisqu'il y a même des moldus qui campent hein, pour venir voir. Donc ça m'a fait un peu tiquer. Alors, je me suis dit, soit c'est une faute d'inattention, parce que, voilà, dedans, machin mêlé dans l'action, tout, ou ça va se révéler assez majeur par la suite. Voilà, donc ne me spoliez pas, comme certaines personnes disent, et moi, divulgachez, ne me divulgachez pas, pourquoi. C'est peut-être que ça a une importance par la suite, mais c'est vrai que ça m'a fait tiquer. Quand je suis arrivée là, je me dis, hein, quoi? Mais elle nous avait dit qu'il fallait éviter les moldus. Voilà, donc, non, mais moi, je suis basique, hein, voilà, on est bien d'accord. Alors, revenons à nos sorciers en herbe. Alors, c'est une année qui est centrée sur la rencontre avec d'autres sorciers, dont on nous avait très peu parlé, ou pratiquement pas, issus d'autres écoles, de d'autres cultures, d'autres pays, etc. Et dont l'intégration des valeurs, des sentiments, bien sûr, qui vont arriver, puisque je vous rappelle, hein, compte tenu de leur âge, ça commence à frétiller, on sent bien qu'il y a de la fleurtouille qui va arriver. Ah bah ça, on sent bien. Voilà. Alors, entre les farces des jumeaux Wesley, alors ceux-là, mais vraiment, ils me font hurler de rire, et quelques petits détails sur le physique des personnages, hein, voilà, au fil des tomes, elle divulgue d'autres choses qu'on n'avait pas vues avant. Euh, il va avoir cet affrontement entre sorciers qui va devenir importante, et même si on sent bien dès le début, hein, dès l'introduction que qui, vous savez,
va s'incruster directement ou indirectement et que ça va faire des dégâts, ça devient intéressant. Alors les trois personnages qui ont, enfin en dehors des héros récurrents, on est bien d'accord, qui se détachent, pour moi, hein, après peut-être que pour vous qui l'avez lu, c'est pas les mêmes. C'est d'abord Cédric Diggory qui, alors lui, c'est l'aimant à fille. Voilà. En gros, c'est un peu le genre le tombeur de l'école, qui en plus est le tombeur de l'équipe de Gryffondor lors d'un match de Quidditch, mais qui se révèle quand même assez loyal, voire trop loyal, et qui va être un point de friction entre Ron et Hermione. Hein. Alors quand les hormones vous titillent, voilà ce qui arrive. Ensuite, nous avons Victor, qui est le ténébreux, qui est visiblement aussi célèbre, adulé comme champion qu'il peut être assez obtus. Ça c'est fait. En plus, il a des défauts physiques. Alors moi, la démarche de Canard m'a beaucoup fait rire. J'imaginais assez bien le truc de ce mec un peu lourdeau. Vous voyez, je voyais un mec lourdeau, machin, qui marchait. Alors peut-être que c'est moi, hein, mais voilà. Et la fameuse fleur de la cour, la française, la classe à l'état pur, hein, on va dire, qui a une habilité certaine, qui a une ascendance qui va l'aider ou qui l'aide beaucoup. Voilà, donc tout ça mêlé avec d'autres personnages qui apparaissent, qui vont attirer des interrogations, que ce soit dans leur comportement, dans leurs idées, ou tout simplement dans ce côté je veux influencer mais pas trop, mais je veux pas influencer mais pas trop. Vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui, on dirait, qui souffle à l'oreille des héros ou à des personnes et vous sentez que c'est pas clair. Et principalement d'ailleurs la journaliste, là, la Rita, qui est une tête à claque dès le début. Un peu comme quand même la directrice de l'école française. Hein. Je dois avouer que les deux personnages m'ont limite horripilé. Alors le plus amusant est quand même que les trois amis entrent de plein pied dans l'âge complètement con, hein, bête, on va le dire, et que c'est pile le moment où c'est le gros souk autour d'eux. Pas bon, hein, pas bon, et que les forces alliées à qui, vous savez, d'ailleurs ça m'amuse beaucoup que Harry à chaque fois balance Voldemort toutes les 30 secondes alors que les autres sont en mode «Oh mon dieu, tu peux pas dire ça!» Ça me fait rire à chaque fois. Voilà, les autres héros tiennent pas leur coup fourré aussi, et les autres sont titillés par leurs hormones, hein, donc c'est un peu c'est bébête hein, quand même. Voilà, donc mais il y a ce côté un peu bébête de l'âge con, hein, qui joue des tours et qui pourrait avoir de graves conséquences, pour le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai trouvé cet opus plus sombre, plus intense. Vers la fin, on bascule vraiment dans le sentiment que ça va être une grosse bataille rangée. Voilà, donc c'est assez spécial. Alors, je voulais dire tout à l'heure, il y avait une petite remarque qui m'est venue, mais je préfère la mettre à la fin, c'est pour ça que j'ai hésité, mais je la mets maintenant. Dès le deuxième tome, J.K. Rowling ne cesse systématiquement de remettre les définitions. Systématiquement, on arrive à leur moldu, ça veut dire des gens qui ne pratiquent pas la sorcellerie, la magie ou ce que vous voulez. Ça veut dire ça, machin. Je pense que les gens qui lisent, enfin qui ont commencé à lire Harry Potter et qui ont continué, quand tu arrives au tome 4 d'un truc, tu mets un lexique à la fin, quoi. Voilà. Tu mets un lexique à la fin de l'ouvrage en mettant, je sais pas... moldu ça veut dire ça, machin ça veut dire ça, et que en fait ceux qui arrivent en cours de route, ils vont voir l'indice en disant ah bon ça veut dire ça, parce que honnêtement moi ça m'a gonflé de temps en temps dans ma lecture, de me retrouver à me faire des piqûres de rappel comme si j'avais 12 ans. Alors peut-être que effectivement, comme ça s'adressait à des jeunes publics, elle préférait redire les choses pour éviter que les gamins regardent ailleurs s'ils y étaient. Mais c'est vrai que quand vous le lisez adulte, deux, trois fois, je lui dis «Eh oh, chatounette, j'ai un cerveau quand même, je sais ce que ça veut dire, je lis depuis le premier tome.» Voilà. Donc, alors je sais pas si c'est un problème, c'est un tic récurrent chez l'auteur, ou si c'est un problème de traduction. Si c'est la traductrice ou traducteur français qui a dit bon allez on va remettre la définition entre parenthèses,
au cas où il y a un égaré qui n'a pas compris dès le début. Voilà. Donc c'est vrai que plusieurs fois, et ça se produit sur les 100 premières pages ou 150 premières pages, il y a 3 ou 4 ou même 5 moments où elle redit les trucs, quoi. Et moi, franchement, bon, alors j'ai un cerveau, hein, donc ce genre de truc, ça m'énerve. Mais pas que sur celui-là. Moi, dans tout ce que je lis, si vous me le dites une fois, vous n'avez pas besoin de me le répéter 2 fois. Voilà. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font répéter parce que les gens ont quelquefois des mémoires de poisson rouge, voire Dory, hein, mais je suis pas Dory, donc c'est ça qui m'énerve. Mais c'est un détail. Voilà. Donc j'ai bien aimé le 4e tome. J'ai même préféré le 4e tome aux autres. Voilà. Franchement, je lis toujours avec grand plaisir. Alors, 2e livre que j'ai lu, Le portrait de mariage donc de Maggie O'Farrell. Pour la petite histoire, il a été arrosé de café ce con, parce que j'étais dans le bus, il y a une dame qui buvait avec un thermos, enfin vous savez les gourdes universelle là, réutilisable, et qui avait mal fermé son capuchon, et elle l'a posé sur son genou. Le truc a bougé. Alors théoriquement, si ça avait été hermétiquement bien fermé, ça aurait pas eu de conséquences. C'est tombé sur le livre. Alors j'ai une dizaine de pages qui ont gondolé avec du café, c'est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Alors j'avais beaucoup aimé Hamnet, vraiment beaucoup, et beaucoup moins Ayam Ayam Ayam, même si j'avais trouvé des trucs très intéressants, mais bref. Et c'est vraiment la raison pour laquelle j'avais décidé de lire ce livre-là, et aussi parce que la thématique ne pouvait que m'intriguer. La Renaissance italienne, un roman historique, Ferrare et les Médicis. Inutile de vous dire que moi, vous me vendez ce genre de truc, je pars. Alors j'ai aimé l'ébauche, et je dis bien l'ébauche, des jeux géopolitiques, qui sont quand même beaucoup plus denses normalement, mais bon, là c'est un peu effleuré. Les alliances stratégiques, les préparatifs maritaux, les petits arrangements entre amis, ennemis et autres joyeusetés. Et j'ai bien aimé au début cette duchesse assez fragile, qui est confrontée à un mariage, alors non voulu, mais surtout qui ne devait pas être, puisqu'elle ne devait pas être la mariée, hein, puisque voilà, elle a remplacé sa sœur décédée, on va dire au pied levé, plus ou moins. Et le fait qu'elle est mariée avec un mec qui n'est ni à son goût, ni particulièrement bienveillant, même si, mais voilà, qui est quand même assez, alors, dans le résumé, il y avait terrifiant. Moi, j'aurais pas mis terrifiant. Moi, j'aurais mis assez effrayant, voire pervers. Vous voyez, ce genre malsain, malsain, malsain. Parfois. Alors, même si dans certains passages où on peut le trouver mieux, moi, je l'ai trouvé malsain dès le début. Alors, par contre, la duchesse on le marque, enfin, la romancière le pointe très régulièrement, et beaucoup trop pour moi, mais elle pointe beaucoup sa fragilité. Elle pointe son indécision, son immaturité, ce qui est vrai, hein, je vous rappelle, elle a 15 ans, qui vont la pousser dans d'autres draps, à tous les sens du terme. Je dois avouer que voilà, ce que j'avais aimé dans Hamnet m'a moins convaincue ici. Parce que il y a des descriptions fort appuyées et qui sont intéressantes, hein, c'est pas du tout le problème. Les méandres des états d'âme de la duchesse, perso, m'ont laissé assez froide. Par moments, ça m'a même un peu ennuyé, ce côté euh, constante fragilité, digression sur ses états d'âme, les machins, les trucs. Je dois avouer qu'il y a une partie du roman où j'ai lu, mais je me disais bon, ça va, ça va aller. Mets-toi un coup de pied au cul quand même. Voilà, tu es une duchesse. Enfin, elle a une position qui pouvait lui faire passer de pas mal de choses. Alors moi, j'ai attendu la fin. Avec mon esprit toujours tordu,
parce que la tension monte hein, petit à petit pour la Lucrèce, et je me suis dit à un moment donné il va bien arriver un truc, un drame, machin. Ah bah oui, bah, ça, vous imaginez bien que c'est ce que j'attendais. Alors ce que j'ai le plus aimé quand même, c'est, bah vous allez vous dire elle est tarée, c'est bah, les notes de fin de page, en fait, la réalité historique, les informations sur la duchesse de Ferrare, tout ce côté travail de fond. Euh, Après, je suis allée chercher aussi parce que j'avais entendu parler de certaines choses. Il y a très peu de choses sur la duchesse de Ferrare, mais voilà, je suis allée récupérer un bouquin sur la Renaissance italienne et cette partie-là, et, pour lire des trucs. Voilà, oui. Pour le reste, moi j'ai lu ce roman vraiment sans déplaisir. Vraiment, voilà, j'ai vraiment passé un bon temps à lire La Plume de Maggie O'Farrell, mais c'était pas un réel intérêt. C'était alors, vous savez, quand vous avez en plus, c'est un personnage qui est central. Enfin, c'est elle dont on parle, son portrait de mariage. C'est le portrait de mariage de la duchesse. Si vous n'avez pas un minimum d'intérêt, d'empathie ou quoi que ce soit envers le personnage principal, ça peut être très long. Voilà. Et moi, j'avais ni réel intérêt ni avidité pour savoir le destin de cette fille, qui est lâchée au milieu des chiens féroces de pouvoir et des manipulateurs de tout poil. Oui, chien poil. Oui, je sais, c'est facile. Euh, Parce que bah, je me suis pas attachée à elle. Par contre, tout le roman est bien ficelé, c'est bien foutu, c'est bien écrit, c'est fluide. Elle a une écriture qui passe bien, qui est agréable, qui est pas difficile à lire. Vraiment, il n'y a pas c'est pas des grosses phrases alambiquées en poulet, tout ce que vous voulez. Elle a un style moderne, adapté à la période, mais elle a un style très moderne. Franchement, voilà, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui vous plonge dans des choses historiques, etc. Mais contrairement à Hamnet, alors peut-être parce que c'était William Shakespeare et que c'est quand même un personnage qui m'intéresse, mais non, en gros, si, cette période-là euh, de la Toscane, etc., et de la Renaissance italienne, ça m'intéresse, mais c'est elle, la duchesse, là, voilà. Alors, je sais pas, peut-être que parce que au début, je me suis un peu mis dans sa peau et je me suis dit que j'aurais pas du tout agi comme elle le fait. C'est peut-être ça aussi, hein, voilà. Mais c'était intéressant. Voilà, alors c'est un livre. Alors ceux qui auront adoré vont me lyncher, mais c'est mon avis personnel. C'est un livre que, par exemple, pour moi, c'est un livre d'été. Enfin, vous savez, alors moi je lis. Non, alors Lisa, explique-toi correctement, sinon les gens ne vont pas comprendre. Toute l'année, je lis pareil. C'est-à-dire que je n'ai pas de pile à lire pour l'été, comme j'en vois beaucoup qui passent en disant ah l'été je lis des trucs plus faciles, des trucs plus légers, des trucs rigolos, des machins. Je peux lire un livre plombant moi l'été, ça me pose aucun problème perso. Voilà, c'est quand vous... Alors honnêtement, j'ai déjà préparé ma pile à lire d'août parce que je veux liquider certains livres que j'ai depuis 2-3 ans. C'est un truc plombant, hein. Je vais me plomber le mois d'août, hein, parce qu'après il y a la rentrée littéraire, mais je vous réserve une surprise. Euh, je, je vais me plomber le mois d'août, hein, ça c'est sûr. Voilà, ça, non, ça c'est dit. Voilà. Donc je me fous de. Moi l'été, je lis pas forcément des trucs, des séries, des trucs rigolos, des trucs légers, des livres de plage. Ce livre-là, portrait de. Honnêtement, ce livre-là, euh, je pense que c'est un livre que vous pouvez lire tranquillement l'été. Voilà, donc si ça vous intéresse, le portrait de mariage de Maggie O'Farrell, réservez-vous-le si vous êtes une adepte des livres assez sympas qui prennent pas trop la tronche l'été. Ah bah allez-y, parce que c'est vraiment le livre qu'on peut lire tranquillement. Voilà, sous le parasol, dans un transat, avec une limonade sur la table basse, là, les pieds en éventail, comme disait ma mère. Oui, trop cool. Avec une moustiquaire pour éviter les bêtes si vous mettez la limonade à côté, hein, on est bien d'accord. Voilà, et essayez de faire attention de ne pas boire la limonade sans regarder, parce qu'il y a les guêpes des fois qui se mettent dedans. Non, je sais pas si ça a failli m'arriver une fois, donc je vous le dis. Voilà. Donc ça, c'était le portrait de mariage. Troisième livre que j'ai lu, donc Croix de cendre, donc de Antoine Sénanque. Et merci Domi, parce que oui, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, elle me l'avait recommandé en me disant tu vas adorer, je le sens. Et dès le début, j'ai
vraiment beaucoup, beaucoup aimé. C'est un roman complexe, euh, qui a un certain relent du nom de la rose, on est bien d'accord, euh, et qui a un duo assez atypique aussi dedans, enfin au milieu. Alors on est en 1367. 1367. Ma voix s'envoie des fois, je sais pas pourquoi. Euh, donc c'est 2 décennies à peu près après la peste noire qui a ravagé l'Europe. Et la Sainte Inquisition fait des ravages, hein, littéralement. Mieux que la peste, hein. Mieux que la peste. Même mieux, hein, ça brûle à tour de bras, hein, c'est super. Et chacun prie un peu pour y échapper, hein, en gros, à la peste, déjà, hein, et à l'Inquisition. Voilà, dessus. Alors, le narrateur va nous conter ses aventures auprès d'un très influent personnage, qui est donc le maître Eckhart, qui a réellement existé, et son scribe, Antonin, qui va recueillir ses dires, va réaliser en fait que c'est un récit assez sulfureux, comment on peut dire, assez incroyable, qui à la fois fascinant pour la personne qui le recueille, mais qui est assez plus qu'effrayant, parce que ça peut effectivement, on va dire, balancer dans le mur, envoyer dans le mur l'église, la chrétienté, tout ce qui va avec. J'ai vraiment bien aimé cette enquête assez passionnante, alors tant par la plume de l'auteur, hein, de Antoine Sénan, que par l'érudition qu'il a. Ça, alors ça, on y est. Hein. Là, on est. Ah ben là, Lisa, là, t'es content, hein. Ah ben, on lui donne à bouffer aux neurones. Alors moi, j'aime bien quand mes neurones, elles s'affolent, là. Euh, euh, il y a des aventures, il y a de la philosophie, il y a des énigmes, il y a des morceaux de théologie dedans. Et cette histoire nous plonge, en fait, dans une période trouble, troublante et trouble, dangereuse. Ah bah oui, c'est un inquisition dangereuse. Sombre aussi, très sombre. C'est une période assez, ouais, qui est c'est la fin du Moyen Âge, là presque vers la fin du Moyen Âge. Pas amusant, non pas amusant. Et le fait que les hommes de foi, ce qui est clairement noté, évoqué là, euh, avaient ce côté assez effrayant et dominant parce qu'ils arrivaient à asservir par la peur ou par leurs éruditions. Je rappelle que pas tout le monde savait lire et que beaucoup de choses étaient en latin et que si vous saviez pas lire, vous croyez ce qu'on vous disait. Hein. Il faut appeler un chat un chat. C'est un peu le cas maintenant avec les réseaux sociaux. Oui, bah oui, maintenant on lit bien, mais on comprend pas tout. Et eux, ils arrivaient à avoir cette puissance, cette domination, à la fois sur les pauvres, donc les gens qui avaient peu d'instruction, que sur les puissants qui, eux, pouvaient avoir de l'instruction, mais avaient peur de perdre leur pouvoir, leur position, leur terre, leur machin. Et donc, se raccrocher à ce que ces hommes d'église, des hommes de foi leur disaient. En gros, attention de ne pas contrarier Dieu, attention de bien faire ça, parce que sinon vous allez être damné, excommunié, brûlé dans les flammes de l'enfer. Je rappelle que tout le monde croyait à ça. Après, si vous y croyez, vous avez raison, donc faites attention ouais, l'ascenseur au troisième sous-sol, pas la... Non, hein, ah non, on va pas s'amuser des masses. Mais voilà, c'est vraiment clairement bien montré. Moi, j'ai été happée, littéralement, par ce parcours qui prône aussi quand même la fraternité comme un espèce d'ultime rempart à l'inquisition, à l'obscurantisme, à la peur primaire de la du châtiment, enfin de la puissance divine et de son châtiment, et de tout ce qu'on peut avoir comme croyance ou peur primaire qui nous marque. Alors ça peut très bien se transposer
dans l'époque moderne où entre les guerres, les attentats, les maladies, la haine qui monte, parce qu'il faut appeler un chat, hein, la haine qui monte, le racisme qui monte, l'antisémitisme qui monte, la connerie qui monte beaucoup, alors beaucoup plus haut que les autres, hein, quand même. Voilà, on sent ce truc-là, on voit quand même qu'il y a des gens qui se raccrochent à que ça soit, quelle que soit la religion, on s'en fout, quel que soit comment vous appelez l'entité divine, pareil, même combat, chacun croit en ce qu'il veut. Euh, la chance de la République laïque, hein, c'est que dans le domaine privé, vous pouvez croire en ce que vous voulez, tant que vous emmerdez pas votre voisin. Voilà. Euh, c'est un livre qui est puissant, érudit, assez complexe, mais complexe dans le sens intelligent. Euh, et puis une plume que j'ai beaucoup aimée. Voilà, donc Croix de cendre de Antoine Sénanque, franchement, c'est... Alors c'est pas un coup de cœur, mais je l'ai mis de côté quand même. Voilà, je l'ai mis de côté parce que à la fin de l'année, il y en a déjà deux que j'ai mis de côté. En me disant, donc je l'ai dit, le mois dernier c'était Carpath de Liliana Lazare, là c'est Antoine Sénanque, Croix de cendre, c'est deux qui sont en pourparlers pour les coups de cœur. C'est-à-dire que quand j'en ai vraiment des coups de cœur, je sais et je les mets tout de suite dans mon panier. Là, ils sont au-dessus du panier. C'est-à-dire que si à la fin de l'année, j'arrive pas à 10, c'est sûr qu'il n'y en aura pas 10, ils rentreront automatiquement. Et, ou si je suis à 10, il faudra que je détermine les deux derniers, le 8 et le 9 et le 10, si ces deux-là peuvent pas les remplacer, parce que vraiment, c'est très très bonne lecture. Voilà, donc n'hésitez pas, enfin, si ça vous a intéressé, allez-y. Autre livre que j'ai lu, donc les feux sous les feux d'artifice, pardon, de Gwenaëlle Robert. Alors à chaque fois, j'aime la plume et les histoires qu'écrit et que conte Gwenaëlle Robert. Et ce roman qui parlait dans le résumé de Mexique et de Cherbourg m'intriguait beaucoup, il faut quand même le dire. Alors oui, il y a un lien entre le Mexique et les filatures de Cherbourg. Oui, il y a un lien entre la bataille navale en rade du port de Français et l'archiduc autrichien et l'État du Mexique et une impératrice. Et petit à petit, on comprend que tout est géopolitique. Et je rappelle que la géopolitique est très importante pour comprendre le monde actuel. Et que chaque personnage va essayer de se sortir de cette histoire, alors qu'il peut être aussi pensé comme un petit vaudeville, un joli vaudeville. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. J'espère que la romancière ne m'en voudra pas. Gwenaëlle Robert, si vous passez par là, désolé. Si c'est pas du tout ce que vous vouliez. Euh, mais oui, je l'ai pris comme un joli vaudeville qui est étayé par des faits historiques qui est, comme elle avait fait pour Marat, hein, voilà, mais comme elle a fait pour les précédents, à chaque fois c'est pareil, c'est la petite histoire dans la grande histoire et la grande histoire dans la petite histoire. Euh, alors tout part en gros d'un négoce de coton qui, à cause de la guerre aux États-Unis et de sécession dans le Sud, doit transiter ailleurs, enfin par un autre biais que précédemment. Alors les Français qui comptent bien récupérer leur cargaison pensent à un subterfuge. Ils vont penser à installer une espèce de... Alors poltron, tout est relatif, mais quelqu'un qui est... comment dire, un copain, enfin quelqu'un à sa botte, sur le trône du Mexique comme gouvernant, afin de pouvoir utiliser le pays comme plaque tournante en gros. Tout en essayant de contrer la jeune Amérique qui est malheureusement en train de se déchirer, mais qui a une grosse volonté de domination mondiale déjà. Et à partir de ce simple constat, en fait, il y a toute une galerie de personnages qui va et vient dans ce second empire qui est alors qui va du grand bourgeois nostalgique euh, d'une certaine on va dire assise du pouvoir de le second empire jusqu'au noble un brin défraîchi
qui ressasse la gloire passée, le temps passé, etc. Qui trouve un peu que ce Second Empire, c'est du comment dire, ah, c'est un peu de la foutaise, hein, voilà, on va dire ça. De l'empereur qui est là et qui joue un peu comme s'il jouait avec des petits soldats, à des gens assez méprisables, il faut quand même le dire. Euh, alors, la force de ce roman, vraiment, que j'ai trouvé, outre le toujours très agréable, fluide, léger, trait de plume de Gwenaël Robert, c'est que y a un mélange très bien dosé entre l'histoire avec un grand H et ce côté un peu critique des liens, de la géopolitique, de l'histoire, de la manipulation, des ficelles, des gens, du pouvoir, etc. Alors moi j'ai trouvé, c'est pour ça que je disais vaudeville tout à l'heure, c'est parce qu'il y a quand même, enfin moi j'ai ressenti des sarcasmes, des petits trucs là, il y a des, voilà, c'est saupoudré, hein, c'est pas un gros machin, c'est pas la grosse Bertha, hein, voilà, c'est saupoudré, voilà, j'ai un sucre glace par-dessus, euh, qui soit vachement bienvenu, ça et là, c'est pas tout le temps, mais ça arrive, et qui met sa couche sur chaque couche, c'est le cas de dire, parce qu'il saupoudre sur chaque couche, c'est plus élégant de le dire comme ça, euh, de la société, alors qui va de la plus basse extraction jusqu'au sommet des États, euh, qui, oui, qui nous fait naviguer, on va dire, entre les filatures, entre euh, cette espèce de bataille navale entre l'armée confédérée, les Yankees, la jeune Amérique qui s'entre-déchire, mais qui veut garder quand même une certaine assise d'une économie qui commence à bien marcher, même plus que marcher. Un pays à côté, le Mexique, qui fait office de pantin, mais qui est quand même moins pantin que ce qu'on pense. Voilà, quand il y a beaucoup de choses comme ça, honnêtement, c'est un bien beau roman qui est. Alors oui, je sais, ça va être facile, hein. Alors il est bien documenté, bah, comme d'habitude à chaque fois avec Onel Robert. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il faut arrêter de le dire, quoi. C'est comme ça. Euh, non, il faut le redire quand même, il faut le dire à chaque fois. Je dirais que c'est un bien beau roman qui est léger comme du coton. Alors léger dans le sens agréable, fluide, facile à lire, vraiment le truc où vous êtes bien. Coton, vous savez, c'est la Watt, hein, ça, voilà. Ça m'est venu à la fin, quand j'ai fini ce livre, je me suis dit, j'ai eu la chanson C'est la Watt de Caroline Loeb. Alors pas pour illustrer le roman, on est bien loin de ça, mais vous savez ce côté, voilà. C'est à peu près tout le temps comme ça que je me sens quand j'ai fini un Gwenaël Robert. C'est ah bah c'est comme ça, il y a des gens comme ça, voilà. Donc ça c'était sous les feux d'artifice de Gwenaël Robert. On passe au livre histoire pur, voilà. Donc si ça vous intéresse pas, sautez le passage. 8 jours en mai de Volker Ulrich. Alors, est-ce que je dois vraiment dire que je suis vraiment passionnée par cette période? Alors si vous ne savez pas, allez voir dans la playlist qui est donc sur YouTube, et je sais que j'utiliserai le même audio pour la version podcast. Donc allez sur YouTube dans la playlist Histoire et vous verrez que voilà, il y a quelques vidéos sur la période et que je m'y connais un tout petit peu. Et que ces 8 jours-là, bah, je les connais pas mal. C'est quand même une période assez fascinante parce qu'elle a été le point le plus important des 30 voire dernières 50, voire 50 dernières années. Hein. Si vous comprenez ces 8 jours-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc nous sommes entre le 30 avril et le 8 mai 1945. C'est véritablement le futur de l'Allemagne, alors de l'Allemagne nazie et de l'après Troisième Reich, de la société allemande intrinsèque, civile,
qui se dessine, et de l'Europe, de l'après-guerre aussi, qui va se dessiner pendant ces 8 jours. Alors, on navigue entre les Allemands qui se sentent trahis par le suicide d'Hitler parce qu'ils ont pensé que il n'était pas assez poltron tu parles, pour les laisser, hein, pour les larguer en gros. La fuite des dignitaires qui commence à se savoir par la route des rats et qui donc met le peuple qui eux se prennent des bombes dans la gueule depuis pratiquement 2 ans ou 2-3 ans, sans compter que voilà, Berlin vient de tomber aux mains des soviétiques d'abord, hein, avant que les alliés arrivent, enfin les alliés en tous les cas, les américains, français et anglais, puisque les Russes sont quand même considérés un tout petit peu comme des vainqueurs. Donc là, ça commence ça frise bien. Et ceux qui restent fidèles, hein, au régime, qui essaient de gagner du temps un peu comme ils peuvent, dans une ville de Berlin qui est à terre, envahie de gravats, envahie de morts, envahie de soviétiques, envahie d'alliés qui vont faire la jonction, où se perpétuent des règlements de compte, des viols, des meurtres, dans un Berlin qui est absolument apocalyptique. Voilà. Alors Volker Ulrich, c'est un écrivain, c'est un journaliste, un historien allemand, qui est bien connu et qui littéralement nous compte, il faut le dire, une période qui va être complètement hors du temps. Ces 8 jours qui vont être vraiment hors du temps, qui sont une espèce de parenthèse complètement incertaine. On ne savait pas où ça allait tomber. Alors maintenant on le sait parce que forcément, je rappelle, hein, voilà, on a du recul, hein, mais à l'époque, les gens qui ont commencé ces 8 jours-là ne savaient pas du tout comment le lendemain allait être géré, parce qu'il y avait tellement d'incertitudes sur non seulement ce que restait des militaires et des derniers fidèles du régime, ce que les soviétiques allaient faire, ce que les américains, anglais et un peu les français allaient faire, ce que le peuple allemand allait faire, ce que tous ces prisonniers qui étaient petit à petit libérés, alors que ce soit des camps de prisonniers militaires que des camps de concentration qui étaient lâchés dans le territoire allemand, les marches de la mort, n'oublions pas celle-là aussi, que ce soit pour les prisonniers politiques ou militaires comme pour les personnes des camps de concentration. Euh, il y a aussi, il ne faut pas oublier, les gens qui fuient l'avancée, qui ont fui l'avancée des soviétiques qui étaient positionnés à l'est dans les territoires annexés par le régime nazi, qui sont sur les routes, un peu comme l'exode en France qui a eu lieu en 40, qui fuient à l'ouest, donc qui arrivent à Berlin, dans une espèce de fratras absolument impossible. La ville est à terre, littéralement bombardée jour et nuit. Bon, Dresde s'en est pris beaucoup plus dans la gueule, mais voilà, mais c'est vraiment hors du temps. Alors il y a un certain, enfin il y a le déni des uns, il y a ceux qui vont négocier, notamment Donitz, etc., qui va essayer de sauver la mise. Alors lui est fidèle jusqu'au bout, cet abruti. Donc bref, il y a ceux qui ont honte, qui réalisent ce qui se passait ou qui commencent à comprendre et qui ont honte, ceux qui veulent oublier, qui se disent écoutez non, écoutez, voilà, c'est fini, voilà, l'Allemagne a perdu, on veut oublier, laissez-nous tranquilles, etc. Sans compter ce que je disais, hein, les charognes partout, les cadavres qui s'amoncellent, les chevaux éventrés qui sont puants, il y a une famine qui s'installe parce qu'il n'y a plus rien à bouffer, littéralement. Il y a des orphelins partout dans Berlin, donc qui essayent de survivre comme ils peuvent, en mendiant, en volant, etc. Et puis des gamins qui sont embrigadés, on rappelle, hein, qui sont nés, qui ont entre 5 et 10 ans et qui sont véritablement ont été élevés au Hitlerjugend, etc. Et qui en fait aux jeunesses hitlériennes et ou au kindergarten qui sont vraiment formatés
sur ça et qui donc ne comprennent pas, qui sont complètement paumés, alors outre qu'ils n'ont plus leurs parents ou de tuteurs, mais qui sont paumés parce que on leur a promis que tout allait bien, que leur fureur était invincible, machin, etc. Et en fait, on leur apprend que Hitler est mort, enfin c'est suicidé, ce qui est quand même le truc suprême. Alors au début, il y en a certains qui pensent que c'est pour, en gros, parce qu'il a été tué, mais qu'il a fait pour sauver l'Allemagne, etc. Bon, après, on voit vite que c'est un poltron, hein, il faut m'appeler un chat, hein, voilà. Sachant que tout le monde décapite ou se fait arrêter ou fuit, hein, super, voilà. Donc il y a vraiment des chapitres très intéressants, immersifs, illustrés, qui montrent vraiment la brutalité, alors non seulement en Allemagne, à Berlin, mais dans le continent, sur le continent européen, qui est déchiré, éventré, etc., qui vit entre paix et guerre encore, parce que c'est pas fini, on rappelle, puisqu'à l'Est, il y a quand même encore une guerre avec le Japon qui est là, hein. Et puis c'est pas, il y a encore des tirs sporadiques, etc. Jusqu'à ce qu'ils signent la capitulation sans condition de l'armée allemande, il y a quand même encore de la bataille un petit peu rangée. C'est entre espoir et désespoir, parce que ben en gros, voilà, il y a une c'est la déconstruction complète, et puis il y a un retour très difficile à la vie, hein, quelle que soit votre condition et votre nationalité, se prendre une guerre dans la gueule, c'est jamais très agréable. Et c'est une semaine qui est aussi le théâtre d'événements dramatiques, où il y a une très grande, on va dire, confusion qui est ressentie partout, et qui est ressentie aussi par une perception différente par la population. Euh, que ce soit les vainqueurs, les vaincus, les civils, les militaires, les déportés, les immigrés, les vengeances, les hostilités, tout ce que vous voulez, c'est véritablement un bouillon de danger, d'incertitude qui se passe pendant ces 8 jours-là. C'est un livre qui se lit comme un roman. Et qui peut vous éclairer sur cette période de manière assez objective et sans complaisance sur toutes les parties d'ailleurs. Après, c'est un livre, si vous connaissez très bien la période, où vous allez le lire en sachant beaucoup de choses, mais qui sont essentielles et qui sont très très agréables. Voilà, donc franchement, je savais que c'était un livre, je sentais que c'était un bon livre, mais 8 jours en mai de Volker Ulrich, et ben écoutez, vraiment ça m'a beaucoup plu. On va passer à la LC, donc qui se déroule, qui y en a encore qui traitent et qui finiront en mai. Donc la Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Je vous invite à aller écouter le podcast que j'ai publié au mois d'avril justement sur ce sujet-là. Alors honnêtement, que dire sur ce drame romantique qui à sa sortie je crois que c'est 1848, a créé véritablement un grand émoi. Alors c'est l'histoire bien sûr de cette paysanne quasi illettrée, qui va devenir la coqueluche du tout Paris, coqueluche courtisane, hein, je rappelle, dans le sens courtisane du terme, qui en fait en gros tient sa revanche, hein, sur sa misérable condition d'avant son arrivée. Alors c'est un brin centré sur l'expérience entre Alexandre Dumas fils et Marie Duplessis. Donc je vous invite à aller vous renseigner si vous ne connaissez pas la Duplessis. Honnêtement, la Dame aux camélias, tout le monde en a entendu parler, que ça soit par les opéras pour la Traviata, que ça soit par les représentations sur scéniques qui ont été tirées de cette histoire. De Verdi à Sarah Bernhardt, tout le monde s'est emparé de cette histoire. Tout le monde l'a détourné, mis dans le contexte. Alors il y a même des livres ou des films qui sont faits dans le contexte moderne, mais qui sont toujours à la base à la Dame aux camélias, de cette histoire de Marguerite et d'Armand, qui en ont fait en fait un classique du drame romantique. Alors pour moi, c'est toujours aussi fluide à la lecture, toujours aussi bien rythmé. À cette relecture. Je ne l'avais pas relu entre-temps, hein, donc c'était ma deuxième fois. C'est une histoire qui témoigne aussi du milieu du 19e siècle, que ça soit les courtisanes, donc, et de leur place au milieu, c'est-à-dire de la place qu'ont les hommes et les femmes dans la société,
soit vous êtes une épouse et donc vous avez été épousée pour, en gros, vous reproduire, donner une lignée et être mis à part, sachant que un homme d'une certaine catégorie, oui alors c'était pas les gueux hein, qui avaient des courtisanes, on est bien d'accord, les hommes qui entretenaient ces courtisanes euh, les traitaient avec beaucoup plus d'égard et de bienveillance que leur propre épouse, et que ça faisait partie de l'assise sociale aussi, qui faisait que plus votre maîtresse ou votre maîtresse était choyée, traitée, avait des très beaux atouts, machin, etc. Plus l'homme avait du pouvoir. Voilà. On offrait plus facilement des dentelles à sa maîtresse qu'à à Bobonne. Et donc, alors oui, cette histoire n'est pas que ça, on est bien d'accord, mais ça reflète bien le milieu du 19e et cette très forte codification qui a été faite de la France après la Révolution française, on va dire à partir de Napoléon, qui a littéralement rétro-pédalé sur les conditions de la femme. Alors là, vas-y, rétro-pédalage, au retour à la case départ. Ah non mais retour à la case départ pour les femmes qui, on leur remet un truc, on leur remet des corsets, on leur remet des barrières partout, on leur dit encore tiens une petite femme fragile, ta gueule, de toute façon tiens ma propriété. Je rappelle que sur le code civil napoléonien, une femme appartenait à son mari, son père, son frère, mais appartenait à un homme. Voilà. Alors qu'avant non, hein, en gros. Enfin, c'était quand même assez, c'est beaucoup plus rigide. Voilà. Donc c'est vraiment c'est sous-jacent dans ce roman-là. Alors oui, bien sûr, c'est l'histoire de Marguerite Gauthier et du très modeste Armand qui tombe amoureux d'elle et elle de lui. Alors moi j'ai toujours, alors maintenant avec mes yeux de vieille, relative, euh, quand elle tombe malade, la fameuse belle Marguerite, elle s'aperçoit qu'en fait il y a qu'un mec, enfin il y a qu'un jeune homme qui s'inquiète pour elle. Parce que bah oui, elle est malade, donc elle intéresse beaucoup moins ses amants. Et ce jeune homme, en fait, s'inquiète pour elle. Et pourtant, il sait très bien que quel que soit son milieu, euh, on peut entretenir une courtisane, la montrer, s'exposer avec elle, mais surtout pas l'épouser, on est bien d'accord, voilà. Et qu'il n'a pas forcément les moyens d'avoir le niveau qu'avaient les amants de la précédente. Et Dumas, fils, met bien en exergue ce côté espoir, jalousie, cruauté de la société et les sentiments amoureux, ainsi qu'aussi une certaine naïveté, et alors carrément le désespoir de la naïveté, on va dire, hein, sur Armand. Alors moi j'avais beaucoup aimé lire ce roman à l'adolescence, sans que ça soit véritablement un coup de cœur ou que j'ai été transportée par l'histoire, qui est quand même somme toute assez dramatique. Et maintenant, avec le recul, je trouve, alors pas la plume de Dumas, fils, ni le contexte social, ni sociétal, etc. Mais je trouve que c'est quelquefois un peu facile. Et chose que j'avais pas vue enfin que j'avais pas compris, mais j'étais jeune. Alors peut-être parce que j'avais pas d'expérience, je devais avoir une quinzaine d'années quand j'ai lu La Dame aux Camélias, donc c'était au programme de fin de collège, je crois, au début. Si c'est fin de collège, je devais être en troisième ou seconde, mais enfin dans cette charnière-là, bah, vous n'avez pas encore non plus une grosse expérience de la vie et des amours, même si vous avez vécu des petites amourettes ou vous êtes tombée amoureuse à cette époque-là, mais je veux dire, voilà, vous n'êtes pas pris 3 placards dans la gueule ou que vous n'avez pas, voilà, vous avez pas, voilà, vous êtes tendre à cet âge-là encore. Bon, en tous les cas, à mon époque, peut-être maintenant ils sont moins cons. Je sais pas, non, si je les vois dans le bus, ils sont cons quand même aussi. Hein. Enfin, bah, je pense que c'est inhérent à chaque génération d'être con à cet âge-là. Ah bah oui, c'est ça. Euh, mais avec mon recul, Marguerite m'a exaspérée encore plus que ce qu'elle m'avait exaspérée au début. Au début, je l'avais trouvée
quand même pas sympa avec Armand parce que ce garçon qui se mord d'amour, bon, elle le récupère un peu du style ah bah oui, bon bah c'est le seul qui reste. Tant qu'à faire, je tombe amoureuse, ah bah je suis amoureuse de lui, machin, mais j'étais pas sûre qu'elle soit vraiment amoureuse. Ah, toujours pas. Bon, par contre, j'ai beaucoup moins de compassion pour Armand, que je trouve particulièrement un peu cucul la praline. Un peu trop naïf quand même, je me sens un peu rebellée. Alors oui, on dit que l'amour est aveugle et rend con, mais alors là, à ce niveau-là, c'est plus que rendre con quand même, hein. Voilà. Mais qu'on n'aime pas cette histoire, en fait, le roman ne laisse pas indifférent. Je pense que selon l'âge auquel vous le lisez, vous allez choper des moments de votre vie à vous, de votre expérience, de votre vécu, qui va vous ramener à des personnages ou à des postures. Voilà. Alors c'était très agréable à lire, j'ai vraiment, voilà, mais je le dis maintenant, je ne relirai plus la Dame aux Camélias, on est bien d'accord. Voilà, ah non, mais non. Mais par contre, ça m'a permis de revoir euh, des extraits de certaines adaptations qui ont été faites de la Dame aux Camélias et de réécouter évidemment la Traviata d'Hardy. Euh, et bizarrement, alors que c'est calqué sur cette histoire, bizarrement, je comprends la passion d'une de mes tantes pour la Traviata en me disant c'est une des créations les plus puissantes émotionnellement qu'on puisse entendre. Voilà. Et en réécoutant complètement la Traviata, puisque j'ai eu la chance d'avoir le livret qui m'avait été dont j'avais hérité d'une de mes, alors celle que j'appelais ma troisième grand-mère, qui était une voisine, mais que j'ai connue presque toute ma vie, qui était véritablement une grande connaisseuse et amatrice d'opéra et qui m'a formée littéralement au théâtre et à l'opéra, parce qu'elle était très fine connaisseuse du théâtre et de l'opéra, qui avait énormément de livrets et qui m'a en gros permis de piocher dans ces livrets à son décès parce qu'elle avait donné des instructions que je récupère ce qui m'intéressait. Et la Traviata, elle me l'avait donné de son vivant. Et en relisant le livret, les explications, etc., je comprends l'attrait de Verdi pour ça. Voilà. Mais le personnage de Marguerite me gave. Hein. Il n'y a pas de tortille. Hein. Ah ben c'est comme ça. Voilà. Et donc dernier, c'est donc Alexandre le Grand de Jean Racine. Donc c'était au théâtre en 2024. Alors oui, c'est absolument pas la plus grande pièce de Racine. On est bien d'accord. C'est bien loin des tragédies classiques qu'on peut imaginer. Parce que c'est une tragédie galante, en gros. Parce que, contrairement aux tragédies, machin, là, les amants sont un peu dévoués l'un à l'autre, et ce qui n'est pas vraiment le propre d'une tragédie, hein, on est bien d'accord. Enfin, en tous les cas, je ne me souviens plus, mais en tous les cas, c'est ça. Alors, l'histoire est tragique, hein, pourtant, il n'y a pas à tortiller, il y a une guerre, deux visions différentes, il y a de l'héroïsme, du romanesque, des sentiments déchirants, enfin, avec tous les sentiments qui peuvent en découler, donc forcément des fois un peu déchirants. Il faut quand même noter qu'Alexandre, et ça ça a un peu déstabilisé les personnes qui l'ont lu, il faut dire qu'Alexandre, dans Le Grand, n'apparaît que fort tard, et donc bon, ça peut être un point, on se dit mais pourquoi, voilà. Alors l'héroïne est partagée entre son frère, tu m'étonnes, et la fidélité donc à sa famille, et celui qu'elle aime. Bien sûr qui est en gros un peu un ennemi, hein, sinon c'est pas drôle. De l'autre côté, il y en a un qui aime une reine en sous-main, alors peut-être sans retour, mais ça je peux pas vous le dire, sinon je vous divulgage tout, qui sait vraiment pas, qui ne sait pas comment accepter le tout sans risquer de tout perdre. Alors, malgré tout l'intérêt, moi j'ai trouvé, alors à la relecture, c'est marrant, bah oui, en vieillissant, on voit des trucs qu'on voyait pas quand on était jeune, que tous les dilemmes sont assez vite effacés, assez vite pas bâclés, parce que c'est pas bâclé, mais assez vite oui, torchés, on va dire, effacés, et que malgré les soubresauts, quelquefois ça tourne un peu en rond. Au milieu, il y a une espèce de ventre mou,
Et pourtant, moi, j'ai par contre beaucoup aimé le personnage d'Axiane, qui est une femme de pouvoir, qui manipule un peu son monde, et qui, à chaque fois, relance cette espèce de tragédie. Euh, et Alexandre, son entrée en style j'arrive, je vois, je vins, hein, on va la faire la Jules César. Alors sans trop d'efforts, parce que c'est Alexandre le Grand quand même, hein, c'est pas le pouilleux du coin. Voilà, oui, ah bah si, voilà. C'est quand même un personnage fascinant, Alexandre, hein, je vous le dis tout de suite. Moi, je suis fascinée par Alexandre le Grand. Bon, bref. Euh, et si, même si on peut penser que cette pièce de théâtre est quand même plus mineure et peu enthousiasmante, euh, il y a ces putains d'alexandrins, quoi. C'est, ça touche au sublime, ce truc, hein. Voilà, alors, euh, je sais que, pour en avoir discuté, je sais que Racine, quand ça rime, ça rime. Il y a, il y a- j'ai eu une discussion avec quelqu'un qui suit au théâtre 2024, mais qui n'est pas dans le groupe parce qu'elle n'a pas Instagram. Mais voilà, on discute par WhatsApp. Elle m'a dit, ah mais j'ai ramé, parce qu'en fait, il inverse sujet, verbe, complément, complément, sujet, machin et tout. Et elle m'a dit, mais j'ai ramé à un moment donné, mais j'ai ramé, il y a des phrases que je relisais deux fois. Voilà, donc c'était assez étrange. Et ça peut déstabiliser. C'est vrai que ça peut, voilà. Mais malgré tous les défauts, bah, c'est une pièce qui est encore chère à mon cœur. Voilà. Parce que Racine, parce que Alexandre le Grand, et eux, ça fait déjà beaucoup, hein, on est bien d'accord. Voilà. Donc, alors je sais que ça n'a pas été la pièce favorite hein, depuis le début. Alors depuis le début du théâtre 24, je pense que c'est celle qui va faire le plus gros flop. Hein. Voilà. Mais on va dire que c'est bien. Voilà, que c'était un bon mois de lecture. Franchement, j'ai vraiment beaucoup apprécié mes lectures. Si ça continue comme ça, bah écoutez, on va arriver au mois de mai. Alors au mois de mai, c'est assez particulier, hein, je vous l'ai déjà expliqué. C'est vraiment centré sur deux choses, Star Wars et Volker Culture, donc les enquêtes de Regeron Hart, sauf que entre-temps, la date de sortie du dernier tome du département V de Jussi Adler-Olsen, qui s'appelle 7 mètres carrés, va sortir le 15 mai, qui n'était pas du tout prévu au programme. Alors, on savait qu'il sortait en mai, mais pas quand. Donc, inutile de vous dire que je vais l'acheter le jour de sa sortie et que le week-end d'après, vous ne venez pas de me parler. Je suis dans le tome 10, qui est visiblement le dernier, d'après ce que l'auteur a dit. Donc c'est un mois assez particulier. Voilà, il va avoir des graphiques, il va avoir des trucs Star Wars de l'univers. Alors honnêtement, je pense que ça va peut-être être les vidéos qui vont faire les plus gros flops et les podcasts aussi, parce que bah, si vous aimez pas Volker Kutcher, en tous les cas Geron Hart, si vous aimez pas Jussi Adler-Olsen ou que vous aimez pas Star Wars, bah, vous allez vous faire chier, hein, on est bien d'accord. Mais moi non. Voilà. Oh, je suis contente. En plus, je lis avec mes potes. Voilà, donc j'attends après-demain, là, on commence le 1er mai. On a dit qu'on commençait le 1er mai, on commence pas avant. Voilà, donc ils sont mignons. Voilà, on sait pas par quoi on commence, hein, je vous le dis. Voilà. On est en pourparlers. Il y avait un qui a fait un doodle. Si, ils ont fait un doodle. Ils ont fait un doodle pour savoir quel était le livre qu'on lisait en premier. Pour vous dire, je sais pas si on va y arriver. Alors les graphiques, c'est sûr. Star Wars, parce qu'ils les ont pas. Je suis la seule à les avoir, donc ça, je suis sûre de les lire. Le Jussi Adler-Olsen, je le lirai, c'est sûr. Surtout qu'ils l'ont acheté en anglais ou dans l'apparition de leur langue, en allemand en l'occurrence, pour certains, et qu'ils le liront en même temps que moi. Donc ça, c'est sûr qu'on le lira. Bon, par contre, les autres, je suis pas, ils sont déjà... Alors, Volker Kutcher, je pense qu'on va le lire, ça c'est sûr. Les Star Wars, on n'est pas sûr, hein, parce que... Ah, le doodle est mal parti, je vous le dis. Allez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Merci d'avoir écouté et regardé les illustrations de ce point lecture de avril. Et on se donne rendez-vous, prochaine vidéo, c'est forcément la pile à lire de mai. Bon, je vous montrerai ce qu'on va lire, les garçons. Oh Seigneur Jésus. Bon, il n'y aura pas le Jussi Adler-Olsen, on est bien d'accord, mais il y aura la photo. Voilà, il y a la couverture qui est sortie, donc on pourra vous montrer. Je vais leur demander la couverture...
Les couvertures anglaises et françaises et allemandes. Oh non, sinon ça va faire trop de trucs à l'écran. En plus, je sais pas si j'ai le livre, je vais pas savoir où mettre les trucs. Non, je vous montrerai juste la couverture française à côté de moi. Voilà. D'ici là, bisous bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao ciao!